92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour votre émission aujourd'hui, La Nature et vous. C'est tous les 15 jours sur Radio Grand Lac, un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Comment sommes-nous liés à la nature ? Nous allons en parler avec Nicolas Lartilot. Merci Nicolas, bonjour. Bonjour Sandrine. Je vais vous présenter Nicolas dans quelques instants. Vous savez que j'aime bien faire une petite introduction avant. Alors, les peuples premiers, eux, n'avaient pas de séparation. Il n'y avait pas de séparation pour eux entre culture et nature. En fait, la nature, c'est leur culture. Et d'ailleurs, dans leur culture, dans leur façon d'échanger, il n'y a pas de terme pour désigner la nature, puisqu'elle fait intégralement partie d'eux. Par contre, au fur et à mesure des siècles, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a vraiment une séparation qui s'est faite entre nature et culture, si bien que ça a contribué à placer l'homme au-dessus de la nature. Et un des éléments principaux qui a contribué dans cette séparation est entre autres la science, en considérant que l'homme est au-dessus de la nature, qui peut la dominer, l'utiliser comme il veut. Et aujourd'hui, on assiste quand même face à un mouvement qui est en train de s'inverser. On a plutôt tendance à vouloir renouer le lien à la nature, à l'essentiel. Et dans un monde où l'on a besoin toujours de preuves tangibles, justement, la science, elle contribue à nous démontrer que nous sommes, nous, Homo sapiens, faisant partie de la nature. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a un virage inverse et que ça va être peut-être grâce à la science pour une bonne partie de la population que de comprendre qu'on fait partie intégrante de la nature. Et en effet, on est issu de la toute première cellule unicellulaire qui date de 3,8 milliards d'années. Alors, pour ce voyage au cœur du vivant et ses origines, nous sommes donc avec Nicolas Lartilot. Vous êtes depuis 2004 chercheur au CNRS à l'Université de Lyon en biologie et génétique évolutive. Et déjà à l'âge de 16 ans, vous aviez en fait cette passion de chercheur. Vous étiez chercheur dans l'âme. Vous aviez envie de comprendre les origines et le fonctionnement du monde. Et entre autres, vous adoriez chercher des fossiles dans la forêt. Alors Nicolas, la toute première question que je pose à chacun de mes invités, que représente, que signifie la nature pour vous ? Oui, la nature, en fait, j'ai envie de dire, vous voyez, quand on pense à la nature comme ça, on pense tout de suite à la forêt, au fait de sortir de la ville pour aller vers la nature, vers quelque chose qui est plus sauvage et vivant, essentiellement. Et en même temps, vous voyez, en sciences, nous, quand on parle des sciences de la nature, ça inclut la physique, ça inclut l'astrophysique, ça inclut l'étude des galaxies, la mécanique quantique. Et, en fait, de ce point de vue-là, moi, j'ai tendance à voir la nature comme étant juste tout le monde, finalement. Alors, et c'est aussi peut-être lié au fait que je me suis beaucoup intéressé en tant que chercheur finalement à la biologie évolutive. J'ai commencé avec les maths, avec la physique. Donc pour moi, il y a vraiment une continuité dans tout ça. Mmh. Voilà. Pour autant, c'est vrai que le vivant reste quelque part au cœur de l'idée première que je peux avoir en tête. De la nature. C'est bien pour ça que vous êtes chercheur dans ce domaine-là. Alors justement, oui. Pour nos auditeurs, parce qu'on utilise nous avions eu un premier entretien pour que vous me partagiez un petit peu vos sujets. Oui. Et donc la biologie évolutive fait partie aussi, est aussi une branche de l'écologie évolutive. Et le terme écologie, c'est quand même un terme qui est un peu dévoyé à l'heure actuelle. Et quand même, son sens premier vient de la science. Est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu nous présenter, nous expliquer en quelques phrases qu'est-ce que l'écologie et la biologie évolutive ? Oui, très rapidement. Alors, du coup, la biologie évolutive, tout simplement s'intéresser à la manière dont les espèces évoluent à travers les millions d'années, à travers aussi les centaines d'années parfois, ça peut être plus rapide que ça. Et puis, on peut s'intéresser à leur histoire évolutive, c'est plus particulièrement ce que je fais en recherche, vraiment reconstruire l'histoire évolutive des espèces. Donc voilà, la biologie évolutive s'intéresse à tout ça. De son côté, l'écologie, elle s'intéresse donc à comment fonctionnent et comment se construisent les écosystèmes, qui sont donc des assemblages d'individus appartenant à différentes espèces.
et donc se posent des questions sur leur résilience, sur leur fragilité, sur la manière dont ils évoluent au cours du temps, enfin, où ils changent au cours du temps. Mais l'écologie classique, elle pose ces questions-là. Donc, si vous prenez une forêt, par exemple, elle va regarder quel va être éventuellement le rôle que va jouer une certaine essence forestière, une certaine essence d'arbre dans l'écosystème forestier. Donc, on peut prendre le hêtre, par exemple. Elle va le prendre tel qu'il est aujourd'hui, comme s'il était immuable. Et donc, elle va voir un petit peu ce qui va se passer entre proies, prédateurs, entre parasites, microbiotes et tout ça, mais sans intégrer le fait que les espèces qui constituent cet écosystème sont susceptibles d'évoluer. Voilà. Donc, d'un côté, la biologie évolutive, de l'autre côté, l'écologie classique. Et l'écologie évolutive, elle cherche justement à prendre en compte le fait que les espèces auxquelles appartiennent les individus qui font l'écosystème, elles évoluent au cours du temps. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que du coup, la stabilité de l'écosystème peut être remise en question par l'évolution d'une espèce en particulier à l'intérieur du système. Et inversement, la manière dont les espèces vont évoluer, ça va dépendre de ce qu'elles trouvent dans leur écosystème. Donc, voilà, donc c'est une espèce d'intégration entre ces deux aspects de la biologie, qui date pas d'hier, et qui se fait donc, mais qui prend une plus grande importance aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre. Finalement, évidemment, un des enjeux fondamentaux aujourd'hui, qui est notre rapport au monde et la fragilité de tout ça. Et ce qui est intéressant, finalement, en fait, l'écologie évolutive, c'est un peu le macro, et la biologie évolutive, qui est votre domaine de prédilection, serait le micro. Alors, pas forcément. Enfin, en tout cas, disons qu'effectivement, dans la biologie évolutive telle que je l'ai fait, c'est plus particulièrement de la génétique évolutive. Donc, on va aller chercher l'information génétique qui est présente dans les cellules des différentes espèces qui nous intéressent. Et on va utiliser cette information génétique parce qu'elle est porteuse. Elle porte, en fait, elle est comme une espèce d'enregistrement de l'histoire évolutive de l'espèce au cours des millions d'années. Et donc, en comparant les génomes des différentes espèces, on peut arriver à reconstruire leur relation de parenté. Un petit peu comme quand on compare différentes langues, comme l'espagnol, l'italien, le français. Les étymologies communes nous disent quelque chose sur comment elles ont évolué. C'est un peu pareil, mais avec les gènes. Voilà, donc en ce sens-là, effectivement, il y a du micro. Après, moi je travaille sur des centaines de millions d'années, donc là on appelle ça du macro-évolutif. Ouais, c'est du macro. Donc, on retrouve l'immensité, non pas spatiale comme l'astrophysique, mais cette fois-ci temporelle. C'est un peu, on parle d'arbre généalogique, là on pourrait parler, c'est vous qui le nommiez ainsi, l'arbre du vivant, en fait, reconstituer les relations généalogiques des diversités du vivant. Et par rapport à l'introduction, parce qu'on n'en a pas forcément conscience, que on est tous issus d'une même souche, en fait. Oui, d'une même cellule unicellulaire de 3,8 milliards d'années. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, comment ça a pu se passer? Parce que c'est incroyable de se rendre compte que, et c'est ça qui nous unit tous. Donc voilà pourquoi on fait partie du vivant. C'est vrai que, parce que bon, je veux dire, même au 19e siècle, on commençait effectivement à admettre le fait qu'on soit proches parents d'autres primates, et puis donc, appartenant finalement par extension à la même souche évolutive, enfin en tout cas à la même au même arbre généalogique que l'ensemble des mammifères et pourquoi pas l'ensemble des vertébrés. Mais en fait, on peut reculer comme ça. Et lorsqu'on a commencé à faire de la phylogénie moléculaire, donc de la génétique évolutive telle que je la fais actuellement, bon, ça a commencé dans les années 70. On a quand même vu qu'il y avait des gènes les gènes qui codent pour les choses les plus fondamentales dans le fonctionnement des cellules. On retrouve des étymologies communes, si vous voulez, entre ces gènes-là qu'on a chez nous, les humains, et aussi bien les plantes, les champignons, jusqu'aux bactéries. En fait, n'importe quelle cellule qui vit actuellement sur Terre possède des systèmes moléculaires qui sont proches de ceux qu'on a nous. Et donc, on en est venu à se rendre à l'évidence qu'effectivement, toute la vie sur Terre a une seule origine. Alors, la date exacte alors en plus, il faut faire la différence entre le dernier ancêtre commun de toute la vie sur Terre
Donc on a du mal à savoir quelle est sa date exacte, mais c'est pas la même chose que la première cellule qui ait jamais existé sur Terre, qui est beaucoup plus ancienne probablement. Mais en tout cas, voilà, tout ça, voilà. Donc je sais que j'avais un ami, à chaque fois il était assez, comment dire, il avait du mal à imaginer qu'on ait un ancêtre commun avec, je sais pas, la mouche qui pouvait être juste à côté, la plante qui avait devant nous. Et ben si, en fait, on a vraiment tous évolué à partir d'une seule souche. Et donc il s'en est passé des choses en termes de variation, d'évolution des formes et des comportements pour arriver à obtenir une telle diversité à partir d'une souche. Et alors, est-ce que vous auriez un exemple, vous, dans vos recherches, enfin voilà, d'une espèce que vous étudiez, de son évolution? Alors, d'une espèce en particulier, moi je travaille quand même de façon assez transversale. Je fais vraiment des méthodes qui permettent... Moi, mon but, c'est de faire des méthodes qui permettent de reconstruire des phylogénies qui soient correctes, qui soient fiables, justement quand on essaie de reculer au-delà de plusieurs centaines de millions d'années. Donc, globalement, voilà, j'ai essayé de regarder des problèmes qui sont plus liés, par exemple, quelles sont les relations de parenté entre les éponges, ce qu'on appelle les cnidaires, donc les méduses, les coraux, les cténophores, qui sont un autre type d'organisme qui peut ressembler superficiellement à des méduses, et puis l'ensemble des autres animaux dont on sait qu'ils forment un groupe à part entière. Donc vraiment résoudre des choses assez spécifiques comme ça. Donc au bout du compte, ça m'a intéressé, ça m'a amené à travailler vraiment plus sur parce que bon, toute la vie animale est née dans les océans, donc ça m'a amené vraiment à regarder de très loin par ailleurs des espèces qui sont fondamentalement des espèces marines. Et des espèces qui sont animales, les éponges sont des animaux, même si ça paraît pas comme ça au premier abord. Pas franchement très très animé au sens comportemental du terme. D'accord. Et parce que il y a, quand une forêt brûle, ce qui permet de redonner vie à la forêt, enfin le premier élément qui redémarre, c'est entre autres c'est le lichen en fait. On retrouve tout ça, ce qui redonne, ce qui relance la végétation, la vie, c'est les algues, les champignons, le lichen. Est-ce qu'il y aurait, en fait, pourquoi cette particularité de ces éléments-là? Je ne sais pas si c'est quelque chose que, pardon, je vous pose la question parce que c'est des éléments qui sont des débuts, enfin voilà, qui relancent la vie, mais peut-être que c'est pas dans vos sujets d'études, cependant. Non, c'est bon. Alors après, le lichen, enfin, disons que là, on commence à toucher justement à des choses qui sont plus liées à en tout cas, ce à quoi me fait penser le lichen, à des assemblages, parce que le lichen, c'est un assemblage symbiotique entre des algues et des champignons. C'est une communauté en soi, en fait. Et en même temps, c'est quelque part une espèce, parce que c'est quelque chose qui va se reproduire à l'identique, va reconstituer la communauté à chaque génération. Donc, alors après, leur rôle particulier dans la renaissance des forêts après l'incendie, peut-être que c'est quelque chose de juste spécifique, de particulier. Mais ce qui est intéressant quand même à leur sujet, c'est le fait que ce genre d'assemblage, c'est quelque chose d'assez fréquent dans le vivant. On a aussi des exemples il y a des vers marins, par exemple, qui sont photosynthétiques, parce qu'en fait, ils mangent des algues unicellulaires qui sont photosynthétiques, des algues, et ils les gardent juste sous la surface de leur peau, et donc du coup, ils peuvent bénéficier de la production de carbohydrates en fait par ces algues. En fait, en quelque sorte, ils ont des fermes à l'intérieur de leur corps, des fermes dans lesquelles ils font pousser des algues. Et donc voilà, et ces algues elles-mêmes s'y retrouvent. Elles ne vivent, en tout cas, sous certaines formes que dans ce genre de contexte. Donc finalement, on a là aussi une symbiose entre deux organismes qui chacun y trouve son compte, en vivant dans une sorte de petit écosystème intégré qui devient presque une entité vivante à part entière. Et en fait, il s'avère que nous autres, on a aussi ce genre de choses. C'est-à-dire que nos propres cellules, qu'on appelle eucaryotes, sont en fait un assemblage de plusieurs types de bactéries. Donc, en particulier, on a ce qu'on appelle des mitochondries au fond de chacune de nos cellules, qui sont là où se brûlent les sucres pour nous fournir de l'énergie.
Et ben ça, ce sont des anciennes bactéries. Et la phylogénie moléculaire, donc le fait de regarder les gènes et d'essayer de faire un petit peu la reconstruction de l'histoire évolutive à partir de l'analyse des gènes, c'est elle qui a montré ça. Il y avait des intuitions à ce sujet-là de Lynn Margulis, qui est une femme qui avait proposé ces hypothèses-là dans les années 70. Elle n'était pas prise au sérieux à l'époque et la phylogénie moléculaire a permis d'établir ça. Donc en fait, si je récapitule un petit peu ce que je suis en train de dire à partir du lichen, c'est que finalement, on voit pas mal dans le vivant des exemples de plusieurs organismes qui forment une communauté dans laquelle on peut sentir qu'au début de cette évolution, il y avait des histoires de parasitisme, de relations hôtes pathogènes, donc de compétition, de prédation, et que ça a pu évoluer sous une forme, au contraire, de coopération. Et que ça finit par former un organisme à part entière. Ça va être le sujet qu'on va développer justement après la pause musicale. Donc, chers auditeurs, on vous retrouve après cette pause musicale. À tout de suite. Détendez-vous, vous écoutez Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs, donc pour votre émission La Nature et vous. Nous sommes avec Nicolas Lartilot, qui est chercheur au CNRS en biologie évolutive. Et nous étions en train justement de parler de l'arbre du vivant, puisque nous sommes tous issus, tous vivants sur Terre, végétal, animal ou humain, d'une seule et même unicellule. Cependant, en fait, dans la nature, tout n'est pas toujours tout rose, n'est-ce pas ? On retrouve de la coopération et de la compétition. On en était resté là avant la pause. Alors, comment ça se passe effectivement, parce que chaque organisme a besoin de survivre, donc il y a une sorte de compétition et en même temps il y a beaucoup d'entraide entre les différents organismes vivants et même une transformation du coup qui s'opère au fur et à mesure de cette entraide. C'est vraiment, j'ai envie de dire, une des grandes questions. C'est qu'on retrouve d'ailleurs à des niveaux aussi, on va dire, anthropologiques, mais c'est je veux dire, un organisme, la sélection naturelle, le darwinisme, c'est avant tout une affaire égoïste, individuelle. C'est-à-dire que, celles et ceux qui finissent par avoir plus de descendants que les autres, ont un succès évolutif plus grand. Donc, si on fait preuve d'altruisme et que finalement on s'y perd, on a peu de chance de fournir ces gènes pour les générations futures. C'est un fait. Et donc, du coup, ça a l'air d'être un terrain qui va favoriser les plus égoïstes, les plus tricheurs, les plus individualistes. Et puis, de fait, quand on regarde la nature, effectivement, et qu'on ouvre les yeux, que c'est pas juste des choses très belles, on a aussi des choses qui sont violentes, cruelles, qui mangent qui dévorent qui parasitent qui. Il y a quand même beaucoup de ça. Et donc, du coup, la grosse question, c'est comment, malgré ça, on finit par avoir des choses qui coopèrent entre elles et qui forment éventuellement donc des écosystèmes stables, qui forment éventuellement des organismes dans lesquels chacun fait sa part. Et ça, c'est une grosse question de recherche. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus, y compris dans mon laboratoire. De savoir quelles vont être les raisons qui vont faire que la compétition va être tempérée et qu'au bout du compte, tout le monde va finir par coopérer. Et pas toujours, ça peut redégénérer dans un deuxième temps. Et vous auriez des exemples concrets ? Oui, alors, quelques exemples concrets. Donc, on a parlé tout à l'heure de... Il y a déjà simplement le microbiote. C'est-à-dire, on a un microbiote, on a un très grand nombre de cellules bactériennes, entre autres dans nos intestins. Alors juste et c'est fondamental pour nos auditeurs, le microbiote, on le retrouve au niveau de la bouche, au niveau toutes les parties génitales, au niveau du nez, des yeux aussi, c'est ça. Oui. Voilà. Et la peau, c'est un des plus grands microbiotes. Et bien sûr, on le retrouve au niveau de nos intestins. Et ce microbiote, il se forme jusqu'à l'âge de 4 ans. Et justement, il est témoin de l'environnement dans lequel on a évolué. Voilà. Je vous en prie, Nicolas. Et il est vital. Il est vital pour nous. Mais en même temps, quelque part, ce microbiote, c'est aussi, on va dire,
je veux dire, ça commence au départ comme des bactéries qui profitent quelque part de toute l'alimentation disponible pour se servir au passage. Et donc, la manière dont ça s'est construit, c'est quelque chose qui fait intervenir un intérêt d'abord individuel de la part de chacune des espèces qui est présente, d'une part, et puis d'autre part, le microbiote, très rapidement, la même espèce, en fonction des éléments génétiques qu'elle peut acquérir au hasard des interactions qu'elle peut avoir avec les autres espèces au sein du microbiote, peut à un moment devenir pathogène, alors qu'auparavant, elle était au contraire bénéfique. Et donc ça fait partie des instabilités autour de la question de compétition, coopération. Alors après, d'autres exemples à plus grande échelle évolutive, par exemple, on est régulièrement victime d'épidémies virales, on est tous au courant de ça. Mais pour autant, on peut détecter, lorsqu'on regarde certains mécanismes cellulaires au fond de nous, des choses qui ont une origine virale. Donc un exemple frappant, c'est la molécule qui est responsable de l'interaction entre la mère et l'enfant au niveau du placenta, est une molécule rétrovirale, d'origine rétrovirale. Donc ça aussi, c'est la génétique évolutive qui a permis de savoir ça. Ce qui veut dire qu'il y a un rétrovirus, c'est-à-dire des rétrovirus, par exemple VIH. Le VIH, c'est un rétrovirus. Donc c'est un virus qui s'intègre dans le génome. Il y a un rétrovirus qui a dû infecter quelque part, il y a une centaine de millions d'années, un mammifère qui a été domestiqué en quelque sorte, qui est devenu moins virulent et qui a fini par être recruté par l'évolution. Alors, allez savoir exactement comment. Et finalement, qui a joué un rôle dans l'invention du placenta. Et donc, à l'origine des mammifères placentaires. Donc, on a des exemples comme ça où on se rend compte que des choses qui sont d'origine parasitaire, parce que les virus, c'est des parasites, finissent par être au sein même d'un système qui va au contraire être fonctionnel pour ce qui était auparavant la victime du parasite. Parce qu'on le retrouve. Donc, une sorte de domestication d'un parasite, en quelque sorte. Il y a certaines fourmis je crois que c'est sur les acacias, je ne sais plus quel arbre, qui ont élu domicile, mais en fait, ils s'entraident. Au début, ça aurait pu être justement une sorte de compétition parce que voilà, ils venaient habiter, mais au fur et à mesure, l'arbre a produit le sucre nécessaire pour les fourmis pour qu'elles puissent se nourrir et donc elles se nourrissent du sucre de l'arbre et en échange, donc là on retrouve la coopération, en échange, elle défend l'arbre contre toutes les attaques. Donc, oui, il y a énormément de cas comme ça. Voilà. Donc ouais, des échanges, voilà, il y a des cas où il y a juste de bonnes conditions pour avoir un donnant-donnant, un gagnant-gagnant. Il y a d'autres cas où c'est aussi parce qu'on est dans le même bateau et que donc la seule manière de le faire survivre, c'est de pas trop tricher finalement. Mais alors ça doit être vertigineux, je vais dire que, enfin, c'est l'image qui m'arrive, de réaliser que on a tous tout le vivant, végétal, animal, Homo sapiens, humains, mais aussi dans les fossiles, ou bien aussi au niveau minéral. Est-ce qu'il y a quelque chose de finalement plus ou moins de commun? Enfin, c'est peut-être pas la même cellule. Non, alors après, donc les fossiles de toute façon sont des fossiles de ce qui était auparavant des êtres vivants. Donc quelque part, ils font partie de notre famille. Ou en tout cas, ce sont des pétrifications d'individus appartenant à notre grande famille du vivant. Peut-être aussi par rapport à, parce que là on touche à la frontière entre l'inerte et le vivant finalement. Deux choses par rapport à ça. La première, c'est que le vivant a sculpté complètement la planète. Donc c'est une des forces géologiques numéro 1, le vivant. Il n'y a pas les êtres terres, c'est des coquillages, mais je veux dire l'oxygène dans l'atmosphère, c'est des algues unicellulaires qui l'ont fait. Les mines d'or, de fer, c'est des dépôts bactériens. Donc le vivant a sculpté la planète et inversement utilise la planète comme substrat pour continuer à vivre. Donc il y a une très grande connivence finalement entre le minéral et le vivant. Et puis l'autre question, c'est l'origine de la vie. L'origine de la vie à partir du non-vivant. Et ça, c'est vraiment l'horizon philosophique de la biologie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Il commence à y avoir des choses à ce sujet-là. Mais donc, du coup, je reviens un peu à ce que je vous disais au départ sur qu'est-ce que la nature.
C'est bien, effectivement, c'est important d'avoir ces différences entre vivant, non-vivant, rural, urbain, mais en même temps, garder la notion du tout pour pouvoir justement explorer les interfaces et les... Voilà, la Twilight Zone, la zone intermédiaire où on n'est ni vivant ni non-vivant. Voilà. Est-ce que là, on peut essayer de comprendre quelque chose aujourd'hui On voit bien aussi comment l'humus, au fur et à mesure, comment est produit l'humus, puisqu'au début, c'est effectivement des matières végétales, des matières animales qui vont grignoter, digérer. Oui. Et puis, il y a un mélange avec les minéraux présents dans le sol, et au fur et à mesure, c'est ça qui va constituer la matière minérale au fur et à mesure, en fait, l'humus en se dégradant, etc., etc. Et donc, c'est ça qui va... Donc, on voit bien que ça part du vivant. Enfin, comme vous disiez, je redis ça pour nos auditeurs, parce que, voilà, c'est tangible de parler de l'humus et du tapis forestier qui va se dégrader et qui nous amène à ça et qui passe justement par la vie. Et on parlait du microbiote et on retrouve ça, en fait, dans notre microbiote, justement. Puisqu'on peut, cette frontière entre l'inerte minéral, organique, et puis finalement le vivant, à proprement parler, cellulaire. Très bien. Alors, il nous reste juste, je pense, 2-3 minutes. On avait un sujet fort intéressant encore. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu court pour en parler, mais peut-être avez-vous quelques mots à dire sur ce sujet-là, qui est vraiment notre rapport, le rapport entre la science et la nature, en fait. Comment ça peut... Alors, comment elle peut... Quel serait le rapport entre science et nature, ou peut-être, je veux dire, ce que vous disiez tout au début, et c'est Descartes plus particulièrement qui est en jeu, je pense, dans ce que vous disiez, que l'humain s'est mis face à la nature plutôt que de se voir dans la nature quelque part. Ça part de Descartes, entre autres. Dans une perspective entre autres, dans une perspective qui a pu effectivement être globalement une perspective de domination. Et donc la question, je pense, c'est une grande question en science aujourd'hui. C'est une question que je me pose, en tout cas aussi philosophiquement. C'est la science évolue beaucoup. Elle est redevenue beaucoup plus consciente de cet aspect d'écologie et donc d'intégration. Même si elle a pu jouer pendant longtemps un rôle plutôt en tout cas, productiviste, on pourrait dire, par exemple, sur le côté agricole. Mais les choses ont beaucoup évolué dans la pensée scientifique sur ces questions-là. Mais oui, la vraie question aujourd'hui, je veux dire, est-ce qu'on peut penser l'humain comme partie intégrante de la nature plutôt que face à la nature? Est-ce qu'il faut d'ailleurs entretenir les deux perspectives? Moi, je pense qu'il faut continuer à entretenir les deux perspectives, personnellement. Mais qu'il faut vraiment rebondir de l'une à l'autre. D'accord. Et que, de façon, en tout cas, il faut, un minimum, faire partie de la nature. Ça, c'est évident. Alors, évidemment, mais là, malheureusement, on n'a plus le temps. Mais Nicolas, je vous inviterai volontiers pour une prochaine émission pour justement débattre de pourquoi vous avez envie de continuer à qui est cette à la fois ce lien nature, science et l'homme, et pourquoi on devrait continuer aussi à l'opposer. Mais en tout cas, voilà, finalement la boucle est quand même bouclée, parce que de par tout ce que vous nous avez partagé, vous démontrez bien, j'allais dire, que l'on fait vraiment partie, nous, Homo sapiens, partie intégrante du vivant. Et de son arbre. Et de son arbre, l'arbre du vivant. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Nicolas, de vos partages. Et chers auditeurs, je vous dis dans 15 jours. Au revoir, à bientôt. Merci à vous. 24h/24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Radio Grand Lac.